Bien le bonjour. Alors, dans ce nouveau document, on va parler de l'esprit agile en développement informatique. Donc, le plan, d'abord, on va faire une petite introduction. Ensuite, on va parler du manifeste de 2001 et des 4 valeurs agiles. On va parler, tiens, je vais mettre ici. On va parler des 12 principes agiles qui sont aussi inclus dans le manifeste. Au-delà du manifeste, donc par-delà le manifeste, les avantages de l'agilité, on va conclure et vous aurez une section de questions et réponses à la fin. Donc, ici, vous avez le 2018-2021. Creative Commons by FG. YM, c'est Yannick Mézières, parce qu'il y a certaines diapos qui viennent de lui. En fait, dans mon diaporama précédent, il y en avait aussi. Donc, j'aurais pu le mentionner. Mais c'est ça. Donc, vous avez ici les sources des documents. Donc, vous avez le manifeste agile qui date de 2001. Vous avez le développement Lean qui a été introduit en 2003-2009, le Scrum Guide de 2011 et des notes de cours de Catherine Zellweger 2014, de Yannick Mézières 2016. Et c'est ça. Donc, certaines diapos sont de lui. Donc, sans plus attendre, l'introduction. Donc, on répète les 3 vérités sur la gestion de projet. C'est impossible de connaître tous les besoins au début d'un projet. Donc, ça, c'est une diapo de Yannick Mézières. Parce que moi, je ne fais jamais d'animation dans mes diapos. Peu importe les besoins identifiés, il est assuré qu'ils changeront dans le temps. Il y aura toujours plus à faire qu'il y a de temps et d'argent disponible. Donc, être agile, ça permet essentiellement de mieux gérer l'incertitude. Il y a 2 composantes d'incertitude importantes. La composante technologique et la composante des exigences ou des besoins du client, si vous préférez. Donc, quand on connaît bien les exigences qui sont, disons, stables et que la technologie est bien connue, on peut utiliser une approche traditionnelle. En cascade, sinon, on est dans le grand domaine de l'agilité. Puis si vraiment on est dans des cas extrêmes, on est fait à l'os. Donc, le rappel en ce qui concerne l'esprit versus les méthodologies agiles. Donc, la philosophie ou l'approche agile, on a ça ici. Puis ça sous-tend différentes méthodologies, comme par exemple Scrum, Kanban, XP, etc. Donc, l'esprit agile, ou the agile mindset. Donc, il y a être agile, puis il y a les techniques agiles. Okay? Donc, être agile, l'esprit agile, on a la transparence, la collaboration, la confiance, le respect des gens, être centré sur l'utilisateur, centré sur la valeur ajoutée, l'ouverture, le courage, l'engagement, 12 principes, 4 valeurs. Okay? De l'autre côté, on a des techniques. On a le côté technique, le côté méthodologie, donc faire de l'inspection, s'adapter, adopter une approche empirique, faire des livraisons souvent, être focusé. Waste and Flow, c'est le Lean. Le SAFe, le Scaled Agile Framework, Kanban, Scrum, XP. Et ça, c'est les pratiques, qui sont les techniques ou les pratiques. Et chaque méthodologie, met en exergue certaines pratiques par rapport à d'autres. Donc ici, on parle de framework au lieu de méthodologie, mais ça revient à la même chose. Donc, j'aime bien cette diapo. Donc, le manifeste agile. Donc, le manifeste agile, si vous cliquez ici, vous allez tomber sur sa version française. Donc, mais évidemment, c'était d'abord publié en anglais, qui date de 2001. Donc, c'est un groupe, c'est comme une espèce de think tank, de groupe de penseurs qui se sont réunis pour pondre le manifeste agile en 2001. Donc, essentiellement, ce qu'ils disent ici, c'est ça qui est important, c'est que nous découvrons comment mieux développer des logiciels par la pratique et en aidant les autres à le faire. Ces expériences nous ont amenés à valoriser, 2 points, les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils,
des logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive, la collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle, l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. Nous reconnaissons la valeur des seconds éléments, mais privilégions les premiers. Donc ça, c'est les 4 valeurs agiles. Donc on privilégie les individus et leur interaction plus que des processus et des outils, des logiciels opérationnels avant des documentations exhaustives, la collaboration avec les clients avant la négociation contractuelle et l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. Les signataires, en fait, sont largement connus dans le domaine du génie logiciel. Donc, c'était toutes des têtes quand même assez importantes, pas toutes, mais quand même. Okay. Donc, on a ici les 17 experts qui se sont rencontrés pour pondre le manifeste agile en 2001. Parmi ceux-là, on avait Ken Schwaber et Jeff Sutherland qui sont les créateurs de la méthodologie Scrum. On a Robert C. Martin qui est derrière la série de livres le Clean Code, etc. On a Martin Fowler qui est derrière le refactoring, toute l'idée de refactoring, puis en fait, il a écrit plusieurs livres sur le génie logiciel. Après ça, Ken Beck, en fait, Beck et Hall, c'est lui qui était derrière le manifeste, donc c'est un peu lui qui était derrière tout ça. Lui, c'est l'inventeur de la programmation extrême et du Test Driven Development. Donc, du développement piloté par les tests. On a Alistair Coburn qui, lui, a développé les use cases. On a Howard Cunningham qui, lui, était aussi derrière XP puis qui a développé l'idée de wiki. Donc, le Wikipédia et toutes ces affaires-là, c'est lui qui a pensé à ça. Après ça, on a Andrew Hunt puis Dave Thomas qui ont écrit un livre que moi, j'adore, que j'ai beaucoup aimé à l'époque où je l'ai lu, qui s'appelait The Pragmatic Programmer. Si jamais vous avez la chance, je vous le conseille fortement. Et vous avez Ron Jeffries qui lui aussi a participé au développement de XP. Donc ici, manifeste les 4 valeurs. Donc plusieurs méthodes agiles ont vu le jour un peu avant le manifeste. Donc l'idée était déjà dans l'air du temps. Donc est-ce que ces gens-là sont arrivés, puis tout le monde faisait de la cascade, tout d'un coup ils sont arrivés, ils ont pondu le manifeste agile, puis tout le monde a switché à l'agilité du jour au lendemain? Non, c'est pas de même que ça se passe dans la vie. Okay. Donc, il y avait déjà, l'agilité était déjà dans l'air, mais eux, carrément, ont décidé de se rencontrer, puis de cristalliser, de vraiment faire une espèce d'électrochoc, si on veut, à la communauté informatique pour dire, you, là c'est le temps de changer de paradigme. Là. Okay. Donc, parce que l'agilité était adoptée, il y avait une promotion de l'agilité par ces gens-là, mais pour des petites entreprises, des petits cas, etc. Mais là, eux, ils ont vraiment voulu mettre l'agilité sur la map. Là. Autrement dit, ils ont mis une pancarte, ils ont planté un clou, clac, 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 clac. Ils ont dit, voici, on met l'agilité à l'avant-plan. Okay? Donc, le manifeste marque l'imaginaire comme un événement fondateur de la nouvelle approche du développement logiciel, qui est l'agilité. Donc, les quatre valeurs incarnent réellement l'esprit agile, le changement de ton souhaité par rapport à ce qui se faisait généralement à cette époque-là, pour développer du logiciel. Et qui, hélas, en réalité, se fait encore. Le manifeste agile est un cri du cœur face à la sclérose bureaucratique et managériale pour donner de l'oxygène aux développeurs. Donc, The Agile Manifesto, donc le manifeste agile. Donc, c'est des individus et des interactions avant des processus et des outils. Un logiciel qui fonctionne avant une documentation. La collaboration avec le client avant les négociations contractuelles, s'adapter au changement avant, suivre un plan. Donc ça, ici, si on regarde, ça, c'est pas mauvais en soi. Là. Suivre des processus, avoir des outils, avoir une documentation, avoir un contrat négocié, puis suivre un plan, c'est pas mauvais en soi. Mais ce que le manifeste agile dit, c'est que là, on est en train de, avec ces choses-là, qui sont toutes des choses que les gestionnaires aiment faire. Hein? Avoir des processus, des outils, de la documentation, des contrats négociés, puis suivre un plan. Les gestionnaires, ils adorent faire ça. Mais en faisant ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Okay? Donc, on est en train de, disons, de perdre de vue l'objectif premier, qui est les individus et les interactions, un logiciel qui marche, une collaboration avec le client et la réponse au changement. Donc, le manifeste agile dit, hey,
là, on est peut-être en train d'oublier le principal. Recentrons-nous vers les vraies affaires. Donc, les 12 principes agiles. Satisfaire le client, embrasser le changement, livrer fréquemment, travailler ensemble, la confiance et le support, les conversations face à face, un logiciel qui marche, un développement, disons, soutenable, l'attention continue au processus, la simplicité, les équipes qui s'auto-organisent ou qui ont une certaine liberté dans leur fonctionnement, et l'ajustement continu, l'adaptation, disons, continue de l'équipe à son propre fonctionnement. Donc, les principes 1 à 3, donc on les a ici. Là, je vais peut-être me tasser ici la face, en fait. OK, donc, Early and Continuous Delivery of Valuable Software. Ça, c'est ici, là, ça, c'est la formulation en français qui provient du manifeste agile. OK, donc, je n'ai pas traduit ça moi-même, j'ai pris ça carrément du manifeste agile, parce que quand vous allez sur le site du manifeste agile, évidemment, il est écrit d'abord en anglais, mais il a été traduit dans plein de langues. Donc, ça, c'est la version française. Donc, notre plus haute priorité est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée. Ensuite de ça, accueillir positivement les changements de besoin, même tard dans le projet. Les processus agiles exploitent le changement pour donner un avantage compétitif au client. Donc, embrasser le changement. Après ça, livrer fréquemment un logiciel opérationnel avec des cycles de quelques semaines à quelques mois et une préférence pour les plus courts. Donc, deliver working software frequently. Les principes 4 à 6, les utilisateurs et leurs représentants et les développeurs doivent travailler ensemble quotidiennement tout au long du projet. Réalisez les projets avec des personnes motivées, fournissez-leur l'environnement et le soutien dont ils ont besoin et faites-leur confiance pour atteindre les objectifs fixés. La méthode la plus simple et la plus efficace pour transmettre de l'information à l'équipe de développement et à l'intérieur de celle-ci est le dialogue face à face. OK, on se dit les affaires d'en face, autrement dit. Donc, face à face, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se faire par vidéoconférence, évidemment. Donc, un logiciel opérationnel est la principale mesure d'avancement. Donc, vous avez beau faire des documents autant que vous voulez, tant qu'il n'y a pas une première pierre qui est posée, c'est juste du vent. Donc, les processus agiles encouragent un rythme de développement soutenable. Ensemble, les commanditaires, les développeurs, les utilisateurs devraient être capables de maintenir indéfiniment un rythme constant. Donc, ça c'est parce que, traditionnellement, dans les projets informatiques, vous avez le principe du rush final. Malheureusement, ça existe encore. Donc, autrement dit, vous travaillez tranquillement, puis quand arrive la date de livraison du logiciel, là, vous êtes obligé de travailler 60 heures par semaine, OK, pendant 3-4 semaines, ce qui, évidemment, est horrible. Donc, une attention continue à l'excellence technique et une bonne conception renforce l'agilité. Finalement, 10 à 12, le KISS, OK, Keep It Simple, Stupid. Donc, la simplicité, c'est-à-dire l'art de minimiser la quantité de travail inutile, est essentielle. Mais j'aime mieux en français. En anglais, pardon. Maximize the amount of work not done. Donc, maximiser le travail qu'on n'a pas besoin de faire. Ça, je l'avais déjà dit avant, là. Donc, le meilleur logiciel, c'est le logiciel qui n'a pas besoin d'être programmé. C'est celui qui a le moins de bugs, puis c'est celui qui se crée le plus rapidement. Donc, les meilleures architectures, spécifications et conceptions émergent d'équipes auto-organisées. À intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace, puis règle et modifie son comportement en conséquence. Donc ça, c'est les 12 principes agiles. Donc, par-delà le manifeste, donc on parle ici des caractéristiques agiles qui ne sont pas directement présentées dans le manifeste. Donc d'abord le lean. Donc le lean, c'est quoi? C'est une approche de gestion de la production qui est très en vogue. Donc actuellement, là, des fois, les gens vont parler de lean.
toutes les organisations sont rendues lean, tout le monde est rendu lean. OK? Donc, en fait, le lean vient d'une étude de fonctionnement chez Toyota pour expliquer comment cette compagnie a pu devenir le géant de l'automobile qu'on connaît. Donc, en fait, Toyota était pratiquement en faillite dans les années 50 et finalement, elle a remonté la pente pour devenir la compagnie qu'on connaît, en fait, qui est la meilleure. En fait, là, on pourrait discuter à savoir laquelle est la meilleure dans le monde, mais les gens vont s'entendre que c'est soit Toyota ou soit Volkswagen. C'est les deux plus gros vendeurs de véhicules au monde. Évidemment, il y a peut-être parmi vous qui sont des fans de Tesla, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, cette technique-là est appliquée dans de nombreux domaines, y compris le développement logiciel depuis environ 2003. Donc, l'approche Lean cherche d'abord à éliminer le gaspillage. Donc, à couper les excès, d'où son nom. Donc, Lean, ça veut dire qu'on enlève, on coupe dans le gras. Donc, on enlève le gaspillage le plus possible. Donc, l'approche Lean nous a donné ce qu'on appelle le Kanban. Donc, être agile avec Lean, ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire éliminer les excès, ici, eliminate waste. Créer de la qualité built-in, créer de la connaissance, repousser au dernier moment, dernier moment pertinent les engagements ou les décisions, livrer rapidement, après ça, respecter les gens et optimiser le tout. Donc ça, c'est aussi comme ce qu'on a vu tantôt, donc réfléchir sur le processus pour l'optimiser. Et ça vient de, je veux dire, c'est ça, Agile with Lean, mais je veux dire, tout ça, c'était dans le Lean de Toyota. Là. Donc, les principes Lean, on les a ici, livrer rapidement, eliminate waste, learn constantly, build quality in, optimize the whole, engage everyone, keep getting better. Donc, on a ici différents trucs là, que vous pourriez regarder, mais c'est ça. Waste, bon, en tout cas, vous pourriez lire ça si vous voulez. Je n'ai pas l'intention de le lire un par un, mais je vous encourage à le lire. De toute façon, il y a peut-être des questions à la fin qui vont entrer là-dessus. Là. Vous avez ici un acronyme, là, Deliver. Alors, Lean, principalement, ce que ça veut, c'est éliminer les excès ou les pertes, les gaspillages. Donc, les principaux gaspillages de Lean, c'est les gaspillages reliés à l'inventaire. Donc, ici, ce n'est pas dans le domaine logiciel, ça, c'est général. À l'inventaire, aux attentes, aux défauts, à la surproduction, au déplacement, en fait, au déplacement, au transport et au, overprocessing. Donc, si vous demandez overprocessing, je détaille ça à la diapo suivante. Donc, les gaspillages Lean, en japonais, on dit des muda. Donc, des muda, c'est des gaspillages. Donc, l'inventaire, c'est tout ce qui est commencé, mais qui n'est pas encore terminé, donc le travail en cours. Fait qu'à chaque fois que vous avez une partie de logiciel que vous êtes en train de coder, quelque part, quelque chose, ben ça fait partie de l'inventaire. Les attentes, en fait, le temps de compilation, l'ordinateur lent, le temps pour recevoir une autorisation, etc., ça, c'est des attentes. Donc, le Lean veut éliminer le plus possible les attentes. Les défauts, donc les bugs, les autres défauts de logiciel, évidemment. Évidemment, il faut éliminer ça. La surproduction, donc la surproduction, c'est quoi? C'est l'ajout de fonctionnalités superflues que le client n'a même pas demandé. Donc là, vous en faites trop. Les déplacements, ou c'est motion, donc le changement d'une tâche à une autre ou d'un endroit à un autre. Donc à chaque fois que vous devez changer de place ou que vous devez changer de projet, etc., vous êtes en train de perdre du temps à chaque fois que vous faites ça. À chaque fois que vous faites switching d'une affaire à une autre, d'une place à l'autre, vous perdez du temps. Le transport, dans le cas du logiciel, c'est un peu plus difficile à concevoir. Peut-être que ça serait une installation lente ou ineffective, par exemple, d'un logiciel. L'overprocessing, c'est en faire trop. Par exemple, trop de sécurité, trop de données, trop de tests, etc. Okay. Donc, évidemment, on peut en faire pas assez, mais il faut quand même, faut surtout éviter d'en faire trop. Donc, ça, c'est une autre diapo ici intéressante pour présenter les Lean Team Principles. Donc, avoir un développement itératif au lieu d'avoir un développement prédictif. Faire de l'expérimentation au lieu de faire un planning élaboré. Se baser sur
les rétroactions du client, au lieu de vous servir de votre intuition en vous disant « Ah, le client, c'est ça qu'il doit préférer. » Non, 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 vous ne savez pas ce que le client préfère. Il faut lui demander. Après ça, travailler dans la collaboration plutôt que entre les équipes, dans les membres d'équipe, plutôt que d'avoir un héros en avant qui est mis en avant de tout le monde. Les 5 valeurs Scrum. Donc, Scrum a rajouté ses propres valeurs par-dessus les valeurs agiles. Donc, les 5 valeurs Scrum sont les suivantes. Le courage. Donc, les membres de l'équipe Scrum ont le courage de faire les choses correctement et de travailler sur les trucs difficiles. Le focus. Donc, tout le monde focus sur le travail à faire pendant l'itération courante. Okay. L'engagement. Donc, les gens s'engagent à réussir à faire ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire pour la période de temps. Mais là, vous ne connaissez pas encore la méthode Scrum, mais on va la présenter plus tard, mais tout ce qui est là, ça fait du sens. Peut-être qu'on va leur présenter cette diapo-là dans ce contexte-là. Le respect, donc les membres de l'équipe Scrum se respectent entre eux. Et l'ouverture, c'est-à-dire que les gens acceptent d'être ouverts par rapport à ce que aux défauts ou à ce qui pourrait être fait pour peut-être changer les choses. Donc, faut pas avoir peur de modifier ses pratiques puis de se remettre en question. Finalement, on peut aussi parler de certains principes Scrum à travers tout ça. Donc, les processus empiriques, donc ça, on a parlé précédemment. L'auto-organisation, on a aussi parlé. La collaboration, on a aussi parlé. La priorisation basée sur l'ajout de valeur, ça, c'est un truc important. Aussi, le time boxing, ça, c'est un autre truc. C'est le fait de faire des itérations fixées dans le temps, par exemple, 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines. Et finalement, développement itératif. Donc, les avantages de l'agilité. Donc, la possibilité de gérer les changements de priorité. L'augmentation de la productivité, la meilleure visibilité du projet, l'amélioration du moral de l'équipe, l'augmentation de la qualité du produit, la réduction des risques, la livraison plus rapide. L'adaptation, donc la transparence permet à tout le monde de voir, donc pas juste le boss. Donc la transparence, c'est que tout le monde voit où est-ce qu'on en est rendu dans l'élaboration du projet. Il n'y a pas juste le boss là, qui est au courant de ce qui se passe. Tout le monde dans l'équipe est au courant de ce qui se passe. Évidemment, les boss n'aiment pas toujours ça, mais ça améliore la productivité. Donc, l'inspection permet de vérifier si tout se passe bien. Le processus agile s'adapte à la fois au niveau du produit et au niveau du processus. Donc, par exemple, vous aviez les inputs, vous avez l'équipe Scrum qui développe, qui produit un logiciel. À partir de cette production-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un feedback du point de vue de l'inspection du produit. Est-ce que l'inspection du produit correspond à ce que le client veut? Sinon, on adapte, puis on développe, on produit du logiciel, on a un feedback de la part du client, on adapte le produit, etc. Donc, il y a une boucle de rétroaction comme ça. Mais il y a une autre forme de boucle de rétroaction aussi dans les équipes Scrum, c'est qu'il y a une boucle d'interaction, et Scrum et Lean aussi. Donc, il y a une boucle d'interaction qui va dans le sens de l'inspection du processus lui-même. Donc, l'équipe regarde qu'est-ce qu'elle a fait, puis après ça, se dit « Ah, peut-être que la prochaine fois, on serait mieux de procéder de telle autre façon pour arriver à notre objectif. » Donc, l'équipe adapte aussi son propre processus en cours de développement. Donc, pour s'améliorer continuellement. Alors, l'approche agile permet de réduire l'incertitude beaucoup plus rapidement que l'approche en cascade. Donc, quand on a une approche itérative, avec le temps, le risque se diminue beaucoup plus rapidement parce qu'on peut beaucoup plus rapidement, disons, savoir où on s'en va. Puis, est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction? Le waterfall, c'est juste vers la fin qu'on sait si le produit finalement fonctionne ou pas. Ici, on sait rapidement, OK, ce qu'on est en train de faire, ça fonctionne. Donc, on réduit le risque et l'incertitude. Donc, prédiction et adaptation. Donc, garder les options ouvertes. Donc, prendre les décisions au dernier moment responsable. Donc, ça, c'est un principe lean, mais qui est très important. Accepter qu'on ne peut pas tout prévoir d'avance. Donc, les spécifications et le design se préciseront en cours de route.
Favoriser une approche adaptative et exploratoire. Donc, l'approche empirique et exploratoire par essai et erreur était très dispendieuse dans les premières années de l'informatique. D'où la logique d'une planification séquentielle en cascade à l'époque, mais plus maintenant. Donc, ça, c'est des choses qu'on a déjà dites avant, mais c'est bien de les répéter. Le coût du changement. Donc, si vous êtes dans un processus d'approche prédictive avec la cascade, bien, plus vous avancez dans le projet, plus faire une modification va coûter cher. Quand vous êtes dans l'agile, c'est vrai aussi. Plus vous êtes avancé dans le projet, plus une modification va coûter cher, mais ça va coûter moins cher parce qu'on est plus agile. Donc, ce qui est important, c'est de mettre correctement en équilibre la planification et l'adaptation. Donc, si on ne fait aucune planification, ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Si on fait trop de planification, ce n'est pas non plus nécessairement une bonne chose. Donc, il faut vraiment, adapter. Il faut vraiment faire la part des choses. Okay, faire la juste part des choses entre la prédiction et l'adaptation. Le fait d'avancer par petits pas, donc par étapes de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines ou 4 semaines, ça a plusieurs avantages. Okay? Donc, vous avez ici les avantages identifiés par Reinertsen. Je ne vous les lirai pas. En fait, je ne vous lirai pas ces grosses affaires-là ici, mais réduire le cycle de temps, ça a ses avantages. Ça réduit la variabilité du flow du logiciel, ça accélère les rétroactions, ça réduit le risque, ça réduit la surcharge, en fait le surplus de travail, l'excès de travail, donc ça réduit les wastes ou les mutas qu'on a vu pour le lean, ça accroît la motivation des participants et ça réduit les coûts et disons les explosions de temps ou les dépassements de délai. Donc, reconnaître et gérer l'inventaire. Donc, tous les gestionnaires savent que l'inventaire est un poids pour l'entreprise. Il faut le réduire le plus possible. En informatique, l'inventaire, c'est quoi? C'est le travail de développement en cours, donc inachevé. Par exemple, l'analyse, la conception, le codage, les tests et l'intégration. Toutes ces choses-là, tant que c'est pas fini, c'est dans l'inventaire. Donc, cibler le travail, pas les travailleurs. Donc, peut-il être avantageux de payer quelqu'un à ne rien faire? En partie, oui. En effet, un travailleur occupé à 80% est plus à même de faire avancer le travail au moment nécessaire qu'un travailleur occupé à 100%. Pensez à votre ordinateur lorsqu'il est occupé à 100%. Si votre CPU est occupé à 100%, est-ce que vous pouvez faire quelque chose avec votre ordinateur? Non. Donc, l'idéal de votre ordinateur, c'est qu'il ne soit pas occupé à 100%. Donc, ce qu'on dit par rapport à ça, par exemple, si on prend une course à relais, c'est qu'il faut se concentrer sur le bâton. Le bâton, c'est le produit, c'est ça qu'il faut amener le plus rapidement à la sortie. Donc, on n'a pas à se concentrer sur les différents coureurs. Okay? Donc, il y a un coureur qui, pendant une course à obstacles, c'est pas les 4 coureurs qui courent en même temps. Il y a un coureur qui court à la fois. Fait que si on dit, pendant qu'il y en a un qui court, on regarde les 3 autres, et on dit, ils courent pas, ils font rien. Pourquoi je les paye? Ben, ce qui est important, c'est le bâton. Le bâton, il faut qu'il arrive le plus rapidement possible à destination. C'est ça qui est important. Parce qu'il y a un coût au délai. Donc, plus un logiciel est introduit rapidement sur le marché, plus il va rafler des parts de marché, plus il va faire de profit. Si le logiciel est retardé, ben à ce moment-là, les profits vont diminuer. Quand on parle de profit, c'est applicable aussi dans une entreprise, par exemple, dans une institution publique. Donc, on ne parle pas de profit directement dans ce temps-là, mais on va parler d'avantages pour les employés, etc. Okay? Donc, ce n'est pas des profits mesurables en dollars, mais c'est des profits mesurables en bienfaits pour les travailleurs, par exemple, ou pour l'équipe d'administrative, ou etc., dépendamment du type de logiciel. Donc, le mot profit est à prendre au sens large. Donc, laquelle de ces deux options-là est la plus économique pour l'entreprise? Engager un spécialiste en rédaction de manuel utilisateur pour 2 mois à 5 000 $ par mois. Une fois que le produit est terminé, on note que le spécialiste est occupé à 100%. Donc, on développe le logiciel, puis une fois qu'il est fini, on engage un rédacteur de contenu pour 5 000 $ par mois et ça va prendre
2 mois pour rédiger le manuel. Ou alors, qu'est-ce qu'on fait? On engage ce même spécialiste-là pendant 1 an, durée pendant laquelle le spécialiste sera la plupart du temps en attente. Mais on va réussir à le sortir, le produit, 2 mois plus tôt. Et en sortant le produit 2 mois plus tôt, on va rafler des parts de marché et faire 500 000 $ de plus de profit. Donc, je pense que vous avez votre réponse. Donc, vous êtes mieux d'engager un rédacteur de contenu pour votre projet au complet, puis que pendant les premiers mois, il se tourne les pouces, il ne fait pas grand-chose. Pas grave, parce que ça permet de sortir le produit 2 mois plus tôt et d'aller chercher beaucoup de parts de marché. Donc, vous allez le payer 10 mois à 5 000 $ par mois. Donc, vous allez le payer 50 000 $ de manière supplémentaire, des dollars que vous auriez économisés si vous aviez attendu à la fin de votre projet. Mais en dépensant ce 50 000 $ supplémentaires, vous allez faire 500 000 $ de profit additionnel. Donc, cibler des livrables à valeur ajoutée. Donc, chaque avancée dans le projet devrait posséder une valeur ajoutée pour l'entreprise. Donc, la ligne rouge représente en quelque sorte l'insatisfaction du client par rapport à un produit. Donc, la différence entre ses attentes et le produit. Donc, si vous avez une approche comme la cascade, vous livrez rien, puis au bout de 8 mois, vous arrivez, pouf, tiens, client, voici ton produit. Donc, le client, lui, il sait rien, là, il sait rien, là. Puis là, il s'énerve, puis il se dit, qu'est-ce qui se passe avec mon produit? Ça marche-tu, ça marche-tu pas? Les milliers de dollars ou les millions de dollars que j'ai mis dans le logiciel, est-ce qu'ils servent à... Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Je suis en train de me faire fourrer. Okay. Avec l'agile, ben, à tous les mois ou à toutes les semaines, vous remettez quelque chose. Puis là, le client voit que ça avance, que ça progresse. Fait que là, lui, sa satisfaction puis son stress baisse très rapidement parce qu'il dit, OK, ça sert à quelque chose. Là. Cet argent-là, je ne le dépense pas pour rien. Okay. Je suis en train d'avoir quelque chose qui va marcher puis qui va m'aider. Donc ça, c'est la valeur ajoutée à chaque itération par l'équipe agile au logiciel. Donc, si vous avez toujours le waterfall, vous faites les exigences, vous faites la conception, vous développez, vous faites les tests, puis à la fin, vous avez la valeur. Ça, c'est la même diapo que la précédente, mais expliqué d'une autre façon. Tandis que l'agilité, ben, vous développez itérativement, votre logiciel grossit à chaque étape, mais à chaque étape, vous avez de plus en plus de valeur qui est ajoutée. Okay. Donc, réduire une autre truc important de l'approche agile, c'est de réduire le plus possible la documentation. Pourquoi? Parce que les documents se périment trop rapidement. L'aspect d'un contrat perçu n'encourage pas l'agilité. Quand vous avez un document, vous dites « Ah, c'est comme ça qu'il faut que je fasse les choses ». Donc, vous ne perdez pas, vous n'êtes pas agile. Donc, tu sais, les fois, vous êtes toujours rencontré des gens qui vont « buy the book hein, », puis c'est comme ça, c'est comme ça. C'est écrit de même, c'est ça que je fais. Fait que, évidemment, moi, j'ai toujours trouvé ça extrêmement chiant. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça. Donc, quand alors produire des documents? Ben, si le livrable fait partie du produit, par exemple, si vous avez un guide utilisateur, vous n'avez pas le choix de le produire, évidemment. Capturer des prises de décision ou des ententes importantes pour pouvoir y faire référence par la suite, par exemple un contrat, pour aider à coordonner ou faire comprendre le projet aux autres développeurs, par exemple des diagrammes UML, ou encore le document est nécessaire selon la loi pour faire affaire avec certains organismes gouvernementaux, donc certains devis, des choses comme ça. L'intensité du travail de l'équipe. Donc, si vous êtes en agile, donc si vous êtes en approche traditionnelle, comme je l'avais dit au départ, vous commencez le projet, vous êtes tranquille, vous êtes mollo. Puis à mesure que le temps avance, là, à mesure que la pression commence à monter, puis là, ici, vous travaillez 50 heures semaine, 60 heures semaine, 70 heures semaine, 80 heures semaine. Puis là, vous livrez. Puis là, prenez un break. L'agilité, en fait, essaye de maintenir un pas constant. Vous êtes en train de faire une espèce de marathon, si vous voulez, mais de manière soutenue et constante. Donc, on voit qu'à chaque semaine, à chaque itération, on a un petit peu de travail. Vers la fin de l'itération, une petite augmentation. On fait un travail un peu plus parce que faut livrer qu'est-ce qu'on a dit qu'on allait livrer. Donc, il y a une petite augmentation. Ça a l'air d'être des vagues sur un océan. Ça, c'est l'agilité. Mais évidemment, quand on arrive à la fin du projet, peut-être qu'avec l'échéance qui approche, on va travailler un petit peu plus. Mais normalement, ça ne sera pas quelque chose de dramatique. Ça, c'est si votre employeur est fair play avec vous. Mais évidemment, il y a toujours des employeurs qui ne sont pas fair play puis qui vont vous demander des heures de fou. Mais normalement, quand vous êtes dans un contexte agile, ici, vous faites votre 40 heures ou votre 35 heures ou votre 37 heures et demie par semaine. Puis ici, vous allez peut-être faire
45 heures semaine, OK? Rendu vers la fin, peut-être 50. Mais rien de dramatique. Donc, en conclusion, donc si on veut mettre en opposition l'approche agile versus l'approche prédictive de la cascade, donc la visibilité du projet, de l'avancement du projet est constante quand vous utilisez l'agile, mais à peu près constante, alors que la cascade, vous êtes au début, vous voyez, grosso modo, le client voit le devis qui a accepté, puis rendu dans le milieu, il ne sait pas ce qui se passe, puis quand ça arrive à la fin, ben là, il commence à savoir un peu plus ce qui se passe. L'adaptabilité, l'agilité, on reste toujours adaptable. La cascade, on n'est plus adaptable avec le temps. La valeur ajoutée, en termes de business, on a une valeur ajoutée progressive et qui augmente plus au début quand on fait un développement agile, alors que le développement de la cascade, la valeur ajoutée se présente juste vers la fin. Si vous cancellez un projet en cascade, de 11 mois, vous cancellez après 9 mois, ben vous avez tout perdu à toute fin pratique. Tandis que si vous cancellez un projet agile après 9 mois sur les 11 mois, ben vous avez probablement déjà du logiciel qui fonctionne et qui fait plein de choses. Donc vous êtes loin d'avoir perdu votre mise. Pour ce qui est du risque, ben, on voit aussi que le risque est bien mieux maîtrisé avec une approche agile. Donc l'agilité, cependant, n'est pas une panacée. Donc quand ne pas choisir une méthode agile, donc le client n'est pas disponible, l'inertie ou le refus du changement de la part des acteurs du projet, gouvernance complexe, sécurité très importante. Donc les approches traditionnelles peuvent réussir dans un contexte où les requis, c'est-à-dire les exigences, sont stables, la technologie est mature et bien connue, tout se déroule comme prévu, il existe peu d'inconnus ou de nouveautés, et plusieurs projets semblables ont déjà été réalisés. Autrement dit, si on sait où on s'en va, puis que c'est bien dans le territoire connu, aussi bien utiliser une approche traditionnelle. Donc, si on met en opposition la cascade versus l'agile, toujours, donc l'approche prédictive en cascade est pilotée par un plan qui établit d'avance l'envergure du système, le scope. Donc, votre scope, votre envergure de votre système est fixée. Et en fonction de ce scope-là, vous allez développer un échéancier et allouer certaines ressources. Alors que, pour ce qui est de l'agilité, qu'est-ce qu'on a? Ben, les ressources sont connues, on a une certaine grosseur d'équipe, l'échéancier est aussi fixé, à toutes les 2 semaines, on livre quelque chose. Ce qui est variable, c'est le scope du logiciel, jusqu'où on va se rendre dans le développement du logiciel. C'est ça qui est variable. Donc, comme on le dit ici, si le temps, les ressources viennent à manquer pour une approche en cascade, c'est la qualité du logiciel qui va être compromise. Tandis que si on utilise une approche agile, ce qui va être compromis, si on manque de temps, de ressources, etc., ce qui va être compromis, c'est l'envergure du logiciel qu'on va produire. Mais la qualité va être là quand même, et le produit va être, intéressant. Ce qui nous ramène à Dilbert, donc ce cher Dilbert. Donc, on a ici 2 petits comics très intéressants. Donc, ça, c'est Dilbert qui parle à son patron. Donc, regarde cette nouvelle approche agile pour dealer avec des événements imprévisibles et des choses qu'on ne peut pas contrôler dans notre projet. On peut prioriser, réduire le scope. Donc, là, vous comprenez que le scope, c'est ce qu'on vient de voir. Changer les exigences à tous les moments et augmenter les chances de succès de notre projet. Là, son boss, il répond, « Hey, voici ton nouveau projet avec ce deadline qui est fixé, cette envergure qui est fixée et cette qualité-là. Tu peux être agile autant que tu veux dans ce triangle-là. » Donc, vous comprenez ici. En fait, ça ici, ce qui est intéressant pour ça, c'est que pour comprendre ça, pour comprendre ce comique-là, il faut comprendre ça. Fait que là, le boss, il dit, garde, là,
voici ton scope, voici ton schedule, voici tes ressources. À cette heure, organise-toi avec ça. Sois agile autant que tu veux là-dedans. Mais vous comprenez que pour être agile, quand ça c'est fixe, quand ça c'est fixe, quand ça c'est fixe, pour être agile là-dedans, vous n'avez pas le choix d'être faire de la cascade. Tu ne peux pas être agile quand ça, puis ça c'est fixe. Donc là, c'est son boss encore une fois. Donc lui, Dilbert va voir son boss. Il dit hey, on a besoin de 3 programmeurs supplémentaires. Là, son boss, il dit ben, tu as juste à utiliser les méthodes agiles. Fait que là, lui dit ouais, mais la programmation agile, ça ne veut pas juste dire qu'on fait moins, qu'on fait plus avec moins de monde. Fait que là, son boss, il dit ouais, mais trouve-moi des mots qui veulent dire ça, puis demande-moi à nouveau. En tout cas. Je devrais peut-être pas les lire les comics et laisser les lire à la place, là. Mais moi j'aime bien Dilbert. Donc finalement, vous avez des questions à répondre à tout ça. Donc, question numéro 1, question numéro 2, question numéro 3, question numéro 4. Et à la fin, vous remettez sur l'IA avec votre auto-évaluation sur 20. Donc merci et au prochain diapo.